Salut à tous, c'est Alina, c'est parti pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la FAQ annuelle. Voilà, j'ai décidé que en janvier on ferait une FAQ tous les ans, j'en ai fait une l'année dernière et je me suis dit que c'était bien de refaire cette année pour voir au bout d'un an ce qui a changé, ce que je pensais avant, ce que je pense maintenant, comment se prépare l'année, etc. Et puis comme on évolue chaque année, je me dis c'est pas mal de faire un petit point tous les ans. Du coup, j'ai demandé dans ma dernière vidéo YouTube, donc la review de Rumi, que vous me posez les questions, je les ai prises, je les ai sélectionnées et on va y répondre aujourd'hui. J'ai aussi demandé sur Instagram, bref, j'ai tout organisé pour essayer d'avoir une sorte de fil conducteur logique et que ce soit par catégorie. Et je vous propose de démarrer maintenant parce que je suis tellement bavarde que sinon ça va durer 3 heures. En premier, j'ai sélectionné les questions qui concernaient 2026. Du coup, les questions qui sont revenues le plus souvent, c'est quels sont tes causes plans 2026 ou alors quels sont tes projets pour 2026, etc., etc. Sachez qu'à chaque fois que je dis que j'ai des projets, je me jinx et je les fais pas. Donc je vais vous les dire à tout moment dans un an, on va se rendre compte que je ne les ai pas faits. Mais dans l'idée, je dois finir Hornet de, du coup, Hollow Knight Silksong. Je suis quasi à la fin. Là, après cette vidéo, normalement, je vais en stream pour peindre le masque de Hornet et tout. On est vraiment sur la fin. C'est juste que, je sais pas, j'ai eu un petit blocage sur ce costume. Là, je vais finir et comme ça, ce sera mon premier costume 2026. Ensuite, j'aimerais bien faire Jinx de 2XKO. J'en ai parlé dans une vidéo Insta, TikTok, un short, un réel et tout. Je voulais faire Jinx Arcane. Finalement, je trouve que j'aime pas le rendu sur moi. Et il y a le skin de 2XKO qui est sorti, que j'aime beaucoup et je trouve qu'il ressemble beaucoup au premier skin de Jinx que j'ai fait en 2014. Pour ceux qui se souviennent, j'ai fait Jinx en 2014. J'ai très envie de la faire. En plus, j'ai la perruque que Milou m'avait faite. J'avais fait une review dessus si vous voulez aller voir. Du coup, j'ai une perruque commissionnée de Jinx qui est magnifique, donc je pense que ce sera parfait pour Tuxkeo. Donc j'aimerais vraiment, après Hornet, me mettre à Jinx. J'aimerais aussi finir Peach. 4 ans, hein, je suis dessus, je crois que je l'ai commencé en 2021. Voilà. Je sais pas si un jour je terminerai ce projet. Franchement, j'ai l'impression qu'il est maudit, que je terminerai jamais, mais j'aimerais tellement, et en même temps, je bloque tellement dessus, donc je ne sais pas. Mais j'aimerais bien terminer Peach. Et j'ai aussi le costume de Hawkeye, Risa Hawkeye de Fullmetal Alchemist. Donc, à la base, c'était un binôme, mais je crois que c'est devenu un groupe, je suis pas tout à fait sûre. En tout cas, au moins en binôme avec River Cosplay. C'est un costume que j'ai acheté sur Vinted, il faut juste que je le retouche, mais voilà, c'est quand même un cosplay en 2026. Et le reste, je n'ai pas encore décidé parce que en général, ça va avec le flow du travail, les nouvelles trends, les nouveaux machins et tout, donc on verra. Mais pour l'instant, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est terminer Hornet, faire Jinx to Ikeo, terminer Peach, et il y a Hawkeye, j'ai déjà le costume et tout, donc ça c'est sûr qu'il sera fait. C'est Peach qui me questionne un peu plus. Ah oui, ensuite on me demandait mes projets pour 2026, dans le sens c'était plus professionnellement et tout. Le projet principal de 2026, c'est de passer mon auto-entreprise en entreprise pour pouvoir être deux à travailler dessus, donc Valentin et moi. Globalement, pour ceux qui ont suivi sur les réseaux, surtout ceux de Valentin a fait un énorme burn-out l'année dernière. Il est en arrêt de travail depuis des mois et des mois. Bref, c'est son histoire, il racontera si un jour il veut. Mais globalement, l'idée maintenant, ça va être de pouvoir l'engager dans mon entreprise pour qu'il n'ait plus à aller à son travail et à aller à un travail qui le rend malheureux et qui l'angoisse. Du coup, on aimerait bien passer à deux sur Enlina, la société Enlina. Et pour ça, du coup, il va falloir vraiment que j'augmente encore plus la force de travail. Il a pris le relais sur beaucoup de choses en attendant parce qu'on est en train justement de trouver un équilibre à deux. Et pour 2026, le plus gros projet, ça va être ça, voilà, qu'on ait un équilibre à deux. Quelles sont les tâches qu'il gère, quelles sont les tâches que je gère, comment faire pour réussir à rémunérer deux personnes et payer les factures et le quotidien, parce que c'est quand même ça la grosse problématique. Globalement, comment ça s'organise aujourd'hui, Valentin, c'est mon manager et du coup, c'est lui qui gère tous les mails, toutes les prises de contact et tout, ce n'est plus moi. Moi, c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup et je n'arrive pas à gérer. Du coup, c'est lui qui va gérer. Et en fait, il va gérer tout l'administratif. Mais on n'a pas encore un revenu assez stable pour être tous les deux. Du coup, on cherche aussi d'autres moyens de rémunération de la Enlina Corp, de la Quacosphère. Et pour ça, pour l'instant, on teste des choses. Donc je sais pas si vous avez vu, mais on teste par exemple l'abonnement sur YouTube. Donc c'est les abonnements pour être membre, ce qui fait que vous avez accès aux vidéos en avant-première, vous avez des émoticônes, des machins. Et en fait, c'est surtout un moyen de soutenir financièrement en fait la création de contenu sur YouTube. J'ai mis ça aussi en place sur Ko-fi et l'idée c'est de mettre en avant-première sur YouTube et Ko-fi des costumes que j'ai faits, des vidéos, etc. en accès en avant-première, au moins à la création artistique, des backstage, de photoshoot. Vous avez accès aussi à des sondages pour choisir les thèmes des prochaines vidéos, peut-être les prochains petits costumes que je peux acheter, pour faire des reviews, des trucs comme ça. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de créer une communauté très très forte. Il y a déjà celle de Twitch qui est très forte et qui au quotidien m'accompagne. Et j'aimerais bien, pour ceux qui ne sont pas très Twitch, pas très stream et tout, et qui n'ont pas forcément envie d'aller dessus, créer ce même lien avec YouTube et Ko-fi. Donc créer
créer un lien où on va beaucoup discuter, où en fait, vous allez participer à la création artistique et participer financièrement, c'est-à-dire le mécénat, et en échange, en fait, je vous inclus dans mon processus créatif. C'est pour ça que j'ai créé, du coup, ce Ko-fi et ce système membre. C'est parce qu'on a besoin de plus de revenus, de plus de sources de revenus pour pouvoir vivre tous les 2 et acheter des croquettes à Inky et pastèques, d'accord? C'est très important. Et du coup, on cherche un peu, quel modèle économique nous correspond le mieux et aussi quel modèle économique correspond le mieux à la communauté. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que les réseaux, ça me rapporte un peu d'argent, mais pas tant que ça. Une vidéo YouTube, ça me rapporte à tout péter 5 balles. Les shorts, les réels, c'est 2-3 € par short réel. Du coup, on tente le mécénat, voilà, c'est mon projet 2026. Passer à 2 et du coup, pour ça, développer de ouf les réseaux, les machins, les trucs, et c'est ça mon gros projet 2026. Ah oui, parce que j'ai noté mes réponses avant, parce que j'oublie. Vous savez, petit problème ici, ça s'appelle le TDAH, j'oublie ce que je veux dire, mon esprit est très confus. J'ai noté un dernier truc que je voulais faire en 2026, et ça fait des semaines, des mois vraiment que j'y réfléchis. Je voudrais proposer un contenu sur TikTok, plus exclusif à TikTok, et surtout différent, c'est-à-dire plus orienté sur des reviews, que ce soit review perruque, maquillage, cosplay, etc. Mais aussi, surtout, des choses orientées jeux vidéo, manga, animé, etc. Un peu comme à l'époque sur YouTube, pour ceux qui étaient là il y a 10 ans, avant que je fasse ma pause, je faisais des reviews d'animés. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé d'IQ, je crois, de Monogatari, enfin des trucs comme ça. Et j'aimerais bien refaire ça, mais plus jeux vidéo, parce que là, j'ai un peu mis de côté les animés pour plus parler jeux vidéo et parler de jeux indés, de jeux que j'ai découverts, pourquoi j'aime, etc., sans spoil et tout. Et vraiment orienter aussi mon TikTok, pas que sur le cosplay, mais aussi sur la culture geek en général, parce que je retrouve vraiment un manque récemment de partager, enfin plutôt de parler d'œuvres que je kiffe. Et je trouve que ça n'a pas sa place sur YouTube, ça n'a pas sa place sur Insta. Et j'ai l'impression que sur TikTok, c'est un format qui pourrait peut-être mieux me correspondre. Et plutôt que de créer un énième compte TikTok, avoir un énième compte à gérer, je pense que j'ai déjà assez de comptes à gérer, je me suis dit de le mettre sur mon compte principal TikTok, ça pourrait être pas mal. Voilà, c'est un projet que j'ai pour 2026. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais trouver le temps et tout? Ça à voir. Mais c'est un projet qui me trotte en tête depuis des mois et je me demandais comment le mettre en place parce que ça me gênait de le mettre sur Instagram et tout. Et je trouve que le rendre exclusif à TikTok, c'est peut-être une bonne idée. Voilà, autre question. J'ai eu 2-3 questions spécifiquement, genre seras-tu à telle convention, tel mois, etc. Pour les conventions, je peux pas vous annoncer quelle convention je suis tant que les contrats sont pas signés, que je j'ai pas l'autorisation d'en parler. Donc malheureusement, j'ai pas de convention en tant qu'invitée à vous annoncer pour 2026. J'en ai une qui arrive très très vite en début d'année là, où je vais être invitée. J'en suis très contente et très fière parce que je pensais pas être invitée à cette convention-là et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir y aller. En plus, c'est un endroit où je ne vais jamais en tant qu'invitée. Donc bref, je suis trop contente. Je fais Japan Party cette année, encore une fois, comme l'année dernière. En stand, j'ai pris un très grand stand d'angle de 8 mètres carrés. J'ai demandé d'être à côté de Malonum que j'ai motivé pour qu'il ait un stand aussi, vu qu'il fait de la 3D, on stream ensemble tous les mardis et tout. C'est un très bon pote, donc je lui ai dit vas-y, mais toi aussi fais un stand, ce serait marrant et tout. Et du coup, on va être à côté. Et en plus, on a une autre copine à côté de Malo, donc on va avoir une allée avec que nous. Ça va être trop bien, mais du coup, j'ai le stand Japan Party. Mais ça, je peux vous l'annoncer parce que c'est pas une invitation, c'est vraiment moi qui ai payé 1000 € mon stand en espérant être rentable dessus pour pouvoir présenter mon contenu cosplay, mais aussi beaucoup plus mon contenu goodies 3D, mon art 3D, etc. Donc ça, j'aurai Japan Party en mai. Et en avril, j'ai refusé toutes les conventions qu'on m'a proposées en avril parce qu'on se marie. Donc en fait, je n'aurai pas le temps et ni l'énergie d'aller à une convention vu que je serai sûrement sur des phases préparatives de mariage. Du coup, voilà. Donc si vous voulez me voir à une convention en particulier, contactez vos conventions locales, que ce soit en Bretagne, dans le Nord, dans le Grand Est, dans le Sud, dans le Sud-Ouest, Sud-Est, machin et tout. Contactez les assos et les conventions si vous voulez m'y voir pour qu'ils m'invitent. Et dans ce cas-là, je viendrai avec plaisir. Et voilà. Et j'ai eu pas mal de questions ensuite sur les concours, la fabrication de cosplay et tout. Donc on va y répondre. Alors la première question, c'était est-ce que j'allais refaire des concours en tant que participante? J'en parle très souvent sur Twitch. La réponse, c'est non. Peut-être un jour, parce que jamais dire non. Moi, je suis pas quelqu'un de très définitive et très extrême sur mes choix. Mais dans l'idée, je ne vois pas aujourd'hui pourquoi je ferais un concours. Déjà de 1, j'aime pas les concours. Enfin, j'aime pas y participer, c'est quelque chose qui me met un stress énorme et qui pourrait me gâcher des semaines et voire des mois, au niveau du moral, au niveau de la santé physique et mentale et tout, parce que je me mets toujours des pressions affreuses. En fait, je me stresse toute seule sans concours. Alors avec un concours, c'est un enfer. Ça, j'ai fait des concours jusqu'à mes 27 ans, je crois, 28 ans. Mais j'ai arrêté, ça me manque pas du tout. Je suis pas quelqu'un qui aime trop la scène, surtout
Enfin, me bloquer une journée entière pour 2 minutes sur scène, ça m'intéresse moins. Je préférerais à la limite présenter le concours ou être jurée au concours. C'est des rôles qui me vont beaucoup plus et beaucoup mieux aujourd'hui dans ma manière de créer du cosplay et de faire du cosplay. Je me sens plus à l'aise dans un rôle de jury ou un rôle de présentateur ou un rôle d'accompagnateur que dans un rôle de participant. Après, je dis pas si demain il y a un concours Legend of Zelda pour choisir une Zelda et tout, oui, je vais participer. Voilà, il y a des concours où je pense que ça va parler à mon petit cœur et je vais dire: «Allez, j'y vais par passion». Mais un concours pour faire un concours, aujourd'hui, c'est pas forcément ce qui me tente. Il y en a beaucoup qui participent aussi pour une légitimité. Je pense pas aujourd'hui chercher cette légitimité à travers les concours. Je l'ai fait il y a des années, j'ai fait beaucoup de gros concours en cherchant une légitimité. J'ai jamais gagné ces gros concours et finalement, je me suis rendu compte que ça m'apportait pas de légitimité. Qu'au contraire, j'avais l'impression que les concours me donnaient une relation avec mon art plus conflictuelle que agréable et voilà. Après, j'adore les concours, j'adore les regarder, j'adore être jury, j'adore les débriefer et tout, mais y participer, c'est moins mon délire. Par contre, j'ai énormément de respect pour les gens qui le font parce que c'est, un engagement de soi, une charge mentale, un travail sur soi et un travail sur son art qui est très, très, très impressionnant et je trouve qu'il faut beaucoup d'humilité pour participer à un concours, mais aussi beaucoup de force. Donc bravo à tous ceux qui participent. Je pense malheureusement ne pas avoir cette force mentale. Voilà, mais du coup, je suis très empathique avec vous parce que je sais ce que c'est. J'avais une autre question très longue sur le jury, mais que j'ai trouvée très intéressante, qui concerne le rôle de jury pour les concours cosplay et justement, j'ai fait toute une vidéo avec Edès et Bami sur le rôle des jurys, donc je pense que c'est pas mal de rajouter cette question-là. Donc, es-tu au courant s'il existe des mesures ou des règlements spécifiques afin de favoriser l'inclusion et ne pas désavantager des candidats selon des critères arbitraires? Entre parenthèses, comme la couleur de peau, si une personne est en situation de handicap, etc. Je trouve que c'est important d'aborder le sujet et que même si officiellement les critères se concentrent uniquement sur la qualité du costume, de la performance de la scène sur scène, qu'un règlement peut interdire de pénaliser un candidat pour des raisons discriminatoires, officieusement ce n'est pas impossible qu'un juge puisse faire preuve de discrimination internalisée, sans forcément s'en rendre compte et que ça oriente ses choix et préférences en conséquence au moment de la délibération. Alors la question, elle est hyper intéressante et à la fin tu dis: «Je sais que ça peut être internalisé». Du coup, en fait, tu as répondu à ta question. Il n'y a pas de règlement qui favorise des personnes racisées ou des personnes en situation de handicap. En tout cas, j'en ai jamais vu jusqu'ici. Après, il y en a peut-être, je connais pas tout, mais tous ceux que j'ai jugés comme jury, il n'y a pas ça. Cependant, moi, c'est quelque chose à laquelle je suis très, très alerte, on va dire, et très à l'écoute, c'est, de prendre en compte quand une personne est en situation de handicap dans le concours ou racisée, je fais extrêmement attention à la manière dont cette personne va être jugée. Pas que de mon point de vue, mais surtout du point de vue des autres jurys. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas parfait encore. Je pense que ce serait complètement illusoire de dire qu'aujourd'hui, je suis complètement déconstruite sur la problématique des personnes racisées, la problématique des personnes en situation de handicap dans le cosplay. Je pense que je suis extrêmement éduquée et instruite sur le sujet, mais je pense pas pouvoir dire que je suis parfaite dessus. Mais aussi dans cette question, il n'y a pas que les personnes racisées et les personnes en situation de handicap qui rentrent en compte, il y a aussi les questions de morphologie. Par exemple, les personnes qui font des grandes tailles, les personnes dont le physique ne ressemble pas forcément au dessin, etc. Tout ça, ça rentre en compte dans la vigilance qu'il faut avoir lorsqu'on est jury. Je pense que malheureusement, aujourd'hui, je peux pas te dire que 100% des jurys ont cette réflexion et ont cette vigilance sur est-ce que si une personne noire participe dans un cosplay d'un personnage qui a l'air blanc sur le papier, est-ce qu'il va être désavantagé? Normalement, non. Moi, c'est quelque chose en plus sur lequel je suis extrêmement vigilante. Ça ne rentre pas en compte la couleur de peau ou la morphologie. Si la personne, elle fait un 44, mais qu'elle cosplay un personnage qui fait un 32 tout mouillé, je vais pas me dire non, je vais lui enlever des points parce qu'elle n'a pas le même corps ou elle n'a pas la même couleur de peau. Ou si par exemple une personne a un handicap moteur et est en fauteuil roulant, lui enlever des points parce qu'elle n'est pas debout comme le personnage est censé être debout et qu'il n'est pas en situation de handicap. Ça, c'est quelque chose, moi, qui ne rentre absolument pas en compte dans mon critère de jugement parce que, comme tu le dis dans ta question, dans la grille de notation, il y a marqué que c'est la qualité du costume, la qualité de la performance, etc. Donc, je vois pas pourquoi la couleur de peau ou la morphologie ou la situation de handicap viendrait influer, en fait, la qualité du costume ou la qualité de la prestation scénique. Je veux dire, c'est pas ça qui est noté. Donc c'est quelque chose sur lequel je suis très vigilante. Et j'essaye de faire attention aussi au niveau de mes comparses jury, que ça ne rentre pas en compte. Après, en toute sincérité, toutes les personnes avec qui j'ai jugé, le problème s'est pas présenté. Mais la réalité est aussi que malheureusement, les personnes de couleur ou les personnes en situation de handicap
ne participent pas forcément au concours aussi parce qu'elles ne se sentent pas représentées et elles ne se sentent pas incluses dans ces concours-là. Donc il y a tout un travail à faire sur l'inclusion à ce niveau-là, je trouve. Donc, putain, je me perds, hein. La réalité, c'est que les règlements, il n'y a pas de discrimination positive. Est-ce que pour autant, ça rentre dans les critères de jugement si la couleur de peau correspond ou quoi? Non, ça ne rentre pas dans les critères. Il y a aucun monde où, parce que tu n'as pas la même couleur de peau que le personnage, ça devrait rentrer dans les critères, ou parce que tu es en situation de handicap, ça devrait rentrer dans les critères. Après, est-ce qu'il y a des jurys qui peuvent avoir des biais, que ce soit des biais grossophobes, des biais racistes, des biais validistes, sans s'en rendre compte? Je pense que oui, malheureusement ça peut exister, mais que c'est aussi pour ça qu'on a un jury et un panel de jury d'au moins 3, 4, 5 personnes, parce que ça veut dire que le biais d'une personne normalement ne devrait pas influencer les autres et que normalement c'est aussi le rôle de l'association qui est derrière, bah, de recentrer, la notation et de recentrer le jury. L'association, elle est pas là pour dire: «Mmh, lui je pense qu'il devrait gagner, lui devrait perdre», pas du tout, elle fait jamais ça, les personnes de l'association ne sont pas là pour ça. Par contre, elle est là pour rappeler le règlement. Attention, je rappelle, vous devez noter uniquement, la qualité de la couture. Attention, vous devez noter uniquement ça. Attention, la morphologie de la personne ne rentre pas en compte dans la notation, et cetera. C'est aussi le rôle et des co-jurys et de l'association. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Personnellement, c'est quelque chose, voilà, à laquelle je réfléchis et que j'aimerais bien combattre, hein. La réalité est que, je peux comprendre que des personnes ne se sentent pas encore bienvenues dans ce type de concours et que c'est notre devoir à nous autres personnes privilégiées aussi de leur montrer qu'ils sont les bienvenus et qu'ils ont autant de chances que les autres de gagner et qu'ils ont autant leur place que les autres. Voilà. Ensuite, nouvelle question. Quelles sont les matières que tu privilégies pour un rendu expansive sur les costumes et quels sont selon toi les éléments qui font qu'un costume peut paraître cheap? Alors ça, c'est une question extrêmement subjective. Voilà, on a tous des sensibilités différentes, des avis différents pardon, sur ce qui est cheap, ce qui est expensive et tout. Personnellement, j'ai un avis dessus, mais je sais très bien que ce sont mes goûts. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un respecte pas mes goûts que je vais considérer que son truc fait cheap. Surtout si la personne derrière m'explique ses choix. Voilà, là je parle en tant que jury, mais chose qui fait, je trouve, très propre, très expansive et tout, et qui peut être souvent négligée, c'est le travail de la forme du costume. C'est-à-dire avoir le patronage en fait et la manière dont est taillé ton costume fait vraiment la différence, je trouve, sur ce qui fait cheap ou pas cheap. Un costume qui aura des tissus très très chers, très recherchés et tout, mais qui tombent pas bien et dont les formes ne sont pas travaillées, pour moi sera moins intéressant et fera un peu plus cheap peut-être qu'un costume où les matières sont moins nobles, mais par contre il est hyper bien taillé. Tu sens que la personne elle a vachement réfléchi à comment ça tombe sur son corps, comment ça se positionne, etc. Comment ça va bouger au vent, voilà. J'aurais tendance à aller là-dessus, que la structure même de ton costume et la manière dont il tombe, c'est ça qui va le rendre expansif et c'est pas l'argent mis dans le tissu. C'est la manière dont tu travailles le tissu et la manière dont tu travailles ton patronage. Et après, si tu veux rajouter de la lourdeur, de la texture et tout, c'est bien. Mais peut-être d'abord la structure. Ah oui, on m'a demandé un room tour de mes ateliers. Alors, pas dans cette vidéo, mais je pense en faire un en 2026. J'ai 3 ateliers. La meuf toujours plus. Pas d'enfants, mais des ateliers avec Claire. Et je pense que ça peut être sympa de le faire cette année, peut-être avec Val. Ensuite, j'ai eu beaucoup de questions sur ma vie de troubadour. Troubadour à Saint-Ménestrel avec une inclinaison saltimbanque. Non, en gros, on m'a demandé beaucoup de questions sur ma vie pro en tant que cosplayeuse. Du coup, ça fait 2 ans et quelques mois là que je vis entièrement du cosplay. Donc, c'est parti. Putain, je parle tellement. Je vois le temps qui file, je vois le montage, les gars. Alors, peux-tu nous montrer... Il y a des questions qui se ressemblent, mais c'était genre, peux-tu nous montrer un planning de ta semaine pour voir comment tu t'organises? Et j'avais une autre question qui était comment s'organise ton travail, parce qu'entre la création de vidéos, les streams qui sont de plus en plus réguliers, les conventions et je l'espère bien de plus en plus de commandes, je me demande comment tu dors. Je dors pas beaucoup, j'ai beaucoup d'angoisse, je travaille énormément, je suis à ça du burn-out. La réalité c'est que déjà je suis pas toute seule, on est quand même deux. Je pense que toute seule ce serait pas viable. Voilà, on est quand même deux. Valentin, du coup avec son burn-out à lui, prend de plus en plus sur la boutique, ce qui me libère aussi beaucoup de temps pour pouvoir faire de la création de vidéos, la création de stream et tout. Globalement, ma semaine, elle s'organise de manière pas organisée. Je suis pas quelqu'un d'organisé, j'ai fait mon deuil là-dessus. Globalement, ma semaine, elle est rythmée déjà par les streams.
Donc j'ai un stream le lundi soir, le mardi après-midi, le jeudi après-midi et le vendredi. Après, il y en a toujours un qui saute dans la semaine, je vous rassure. Il y en a toujours un qui saute, soit parce que je suis malade, soit parce que je suis pas bien, soit parce qu'il y a une convention, patati patata. Mais dans l'idée, mon programme de semaine, c'est ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'essaie de réfléchir les streams et en manière de détente et en manière de travail. C'est-à-dire que j'ai 2 streams que j'appelle détente. Donc c'est que du jeu vidéo. Le lundi, c'est en coop avec un copain, on fait du Baldur's Gate 3. Et en vendredi, c'est du jeu vidéo toute seule. Donc j'ai Tunic, Cult of the Lamb, Outer Wilds, etc. Et le mardi et le jeudi, c'est des streams où là, je vais créer des choses pour le travail. Donc le mardi, je suis avec Malonum, on fait de la 3D, donc ça va être soit des goodies que je fais pour la boutique, soit des modèles 3D, soit des commissions, etc. Donc c'est forcément quelque chose en fait lié au boulot. Et le jeudi, c'est avec Valentin où je fais la création de cosplay, donc de la couture, de la peinture, des trucs comme ça. Du coup, j'ai déjà ces points particuliers dans la semaine qui m'organisent un peu ma semaine, ce qui fait que par exemple, si pour le stream avec Valentin, j'ai besoin de finir un truc avant, imaginons les sous-couches de peinture pour pouvoir les peindre en stream, bah, je vais organiser un peu ma semaine autour de ça. Ensuite, en général, je travaille beaucoup sur impulsion et sur fixation du moment. En fait, j'ai pas d'organisation. Du coup, voilà, je travaille toute la journée et je prends une demi-heure par-ci par-là pour manger. Et après, je me couche à 2 heures du mat, où j'ai fini de travailler. Donc, j'ai pas du tout un rythme de vie ni sain ni enviable. Moi, ça me convient beaucoup mieux que quand j'étais prof ou que quand j'étais en bibliothèque, parce que c'est mon rythme à moi et que je peux le gérer comme je veux et que je suis quelqu'un qui supporte pas rien faire. Je suis très toxique avec moi-même. J'ai toujours besoin de faire quelque chose, d'être productive et tout. Et du coup, ma semaine s'organise pas parce qu'en fait, ma semaine s'organise au rythme de mes impulsions et de mes envies, que je suis incapable de me mettre à la tâche si c'est pas une tâche que je trouve drôle ou que je trouve intéressante ou qui me challenge un peu. Donc en fait, j'ai pas du tout répondu à la question. La question, c'est je ne dors pas, je ne m'organise pas, je me noie dans un verre d'eau, mais heureusement, j'ai Valentin derrière qui a repris la part sur certains trucs qui, justement, me prenaient beaucoup d'espace mental, c'est-à-dire les commandes, pour que je puisse, moi, faire ma création artistique derrière. Ah oui, et aussi, on s'organise avec un Discord avec Valentin, ça peut vous aider. On a un Discord de couple où on s'organise pour la boutique, mais aussi pour la maison, des trucs comme ça. Et en gros, on met toute notre to-do sur le Discord, on s'envoie des messages et tout, on s'organise dessus. Voilà. Comment t'organises-tu? Je ne m'organise pas. C'est la solution. Je pense que si j'étais plus organisée, je vivrais mieux, mais j'y arrive. Peux-tu nous parler de ton logiciel de montage? J'utilise DaVinci Resolve, voilà. Mais il y a une version gratuite qui est très bien, que j'ai utilisée pendant 1 an et demi ou 2. La version gratuite est large suffisante. C'est un très très bon logiciel de montage, je vous le conseille. La version payante, tu le payes une fois, tu as la licence à vie, donc même les updates et tout, elles sont comprises dans la version payante. Et j'en suis très contente, je l'utilise tout le temps et c'est beaucoup mieux qu'Adobe Premiere. J'étais sur Adobe Premiere avant, j'ai détesté. Et DaVinci, c'est 1000 fois. On va s'arrêter sur cette dernière question, qui est une très belle question. Quel serait ton plus grand rêve professionnel? Après, j'ai beaucoup de rêves et d'envies et d'objectifs et tout, voilà, sachez-le. Mais j'ai un grand rêve que j'ai depuis très longtemps, qui a un peu évolué avec le temps, mais la structure reste la même. Globalement, ce que je voudrais, c'est ouvrir une structure gratuite pour les adolescents et les enfants, voire les adultes, mais pour l'instant je suis plutôt orientée enfance et adolescents, qui se placent sur le spectre autistique et qui ont des difficultés, que ce soit au niveau scolaire ou au niveau juste de l'intégration dans la vie. Et cette structure, du coup, mettrait en avant justement le cosplay et les arts en général, la culture en général, pour leur créer un cadre en fait autour de l'art et de la création artistique, où ils pourraient peut-être évoluer dans un environnement plus adapté et aussi leur proposer justement un endroit où ils peuvent peut-être créer des liens plus facilement. À la base, moi, je voulais être prof dans les structures spécialisées pour l'autisme, donc ça vient aussi de là. Et de plus en plus, je me dis qu'en fait, j'aimerais bien avoir une structure qui n'est pas liée à l'éducation nationale, ou en fait plutôt liée à la création artistique en général et pourquoi pas le cosplay. Pour le spectre autistique, mais pourquoi pas aussi pour toute la neurodivergence, donc le TDAH, l'anxiété, etc. Parce que je reste persuadée que la création artistique, pour des personnes qui se sentent différentes, qui se sentent peut-être à l'écart dans la société, ça peut vraiment les aider à s'exprimer et les aider aussi parfois à contourner les difficultés d'apprentissage. On sait très bien que les personnes atteintes de TDAH ou de TSA réfléchissent par exemple beaucoup de manière verbeuse, donc avec la parole, ou de manière justement picturale avec les images. Et du coup, la création artistique, je trouve, se prête énormément à ce type de profil parce que à travers peut-être l'écriture, à travers peut-être la création de costumes, à travers plein de choses comme ça, tu vas pouvoir peut-être
plus facilement t'exprimer, trouver des canaux de communication, créer des liens avec des gens qui ont les mêmes canaux de communication que toi et je voudrais que cette structure soit entièrement gratuite pour qu'elle s'adresse aussi à des familles défavorisées qui n'ont pas forcément les moyens, d'aller dans des structures spécialisées payantes. Mais c'est un projet, c'est un rêve. Enfin, est-ce que j'y arriverai? Je sais pas, mais ça serait vraiment chouette. Surtout qu'au-delà de ça, le pousser jusqu'à, tous les enfants et adolescents qui sont en décrochage scolaire parce que, il y a aussi l'idée de créer des choses concrètes à travers l'art, mais je parle pas que de l'art, la peinture, enfin on va dire les 7 grands, arts. Je parle aussi de la création artistique, c'est-à-dire créer de la poterie, créer enfin des choses manuelles et remettre ça un peu au centre, dans une structure pour des personnes qui justement sont en décrochage complet et pouvoir les aider en fait à comprendre des choses à travers la création manuelle. Parce que moi ça m'a beaucoup aidée, je pense que ça pourrait être chouette. Par exemple en couture, je prends toujours cet exemple-là, mais la couture, c'est de la géométrie et c'est des maths essentiellement et justement débloquer peut-être certaines compréhensions mathématicologiques à travers la couture, c'est hyper intéressant parce que l'enfant ou l'adolescent va créer quelque chose et va avoir un but spécifique de création et un objet final concret et dessus on va mettre des apprentissages peut-être plus théoriques et je trouve ça hyper intéressant. Enfin, c'est encore un peu flou, hein, comme vous voyez j'ai plein d'idées mais voilà, avoir une structure qui vienne en aide à des enfants et adolescents qui auraient besoin de la création artistique pour soit se canaliser, soit s'exprimer, soit trouver leur place et tout, et créer une communauté, ça serait vraiment chouette. Par exemple, bon, peut-être qu'un jour on en parlera plus spécifiquement, mais j'en avais un peu parlé sur Instagram, donc moi j'ai eu un diagnostic très très tard de TDAH, donc du trouble de déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Je l'ai eu l'année dernière, donc là ça fait 1 an que j'ai été diagnostiquée. Je m'attendais pas du tout à ce diagnostic-là. Bref, ça m'a expliqué beaucoup de choses sur moi et par exemple, et c'est ce que j'expliquais un peu plus tôt, donc je suis incapable de m'organiser et tout. Par contre, je travaille sur impulsivité et sur impulsivité créative. C'est-à-dire que je vais avoir un truc tout d'un coup, une idée, un truc qui va venir et je vais avoir ce challenge de me dire: «Ah, je peux faire ça et machin et comment je vais le faire?» et en fait, je vais créer une sorte de jeu dans cette impulsivité et c'est ça qui va faire ma création artistique et c'est ça qui va faire que je me sens bien et je pense que beaucoup d'enfants et d'adolescents atteints de TDAH auront le même problème et leur proposer cette structure où moi justement je comprends comment ils fonctionnent parce que je suis atteinte de ça et avoir, d'autres personnes encadrantes qui sont peut-être sur le TSA ou qui sont très, très, informées dessus pour pouvoir accompagner les enfants et les adolescents dessus, ce serait incroyable et le lier justement à la création artistique et le cosplay, ça aurait vachement de sens. Parce que moi, c'est ça qui m'a toujours un peu motivée et aidée et je pense que si je peux redonner ce qu'on m'a donné, c'est chouette. Voilà, donc ça sera un rêve. Est-ce que ça arrivera? Franchement, je sais pas si ça arrivera. Je sais pas sous quelle forme, peut-être une forme complètement différente, mais en tout cas, un rêve professionnel de venir en aide aux enfants et adolescents qui ont besoin d'aide parce qu'ils sont pas dans les critères de la norme, et pouvoir leur donner une place, ça me ferait plaisir parce que moi je me suis jamais sentie à ma place et si je peux donner justement cette sensation de trouver sa place, à des enfants et des adolescents, ce serait chouette. Je pense qu'on va finir la FAQ là. Moi je vais partir en stream. Merci à tous ceux qui suivent les vidéos, le contenu et tout. Si vous voulez devenir membre YouTube, n'hésitez pas. Vous pouvez regarder tous les avantages qui sont écrits dedans. Pareil sur Ko-fi et n'hésitez pas aussi à passer sur Twitch, c'est très sympa, on rigole beaucoup, voilà. J'aime bien rire, j'adore rire. Et si vous avez regardé la vidéo jusque-là, je vous propose de mettre en commentaire, vous, c'est quoi votre rêve professionnel? Et si vous n'en avez pas, ce qui peut arriver, et c'est tout à fait OK, on a le droit de ne pas avoir de rêve, c'est quoi, on va dire, votre objectif aujourd'hui? Ça peut être heureux, ça peut être survivre, mais ça peut être aussi créer quelque chose dont vous êtes fier, ça peut être plein de choses, donc n'hésitez pas, ça m'intéresse de savoir vous, vos objectifs et vous, vos rêves, parce que je trouve que parler de ses rêves, c'est trop chouette, parce que ça peut donner des idées aux autres aussi. Voilà. Sur ce, je vous fais des énormes bisous, je pense que la vidéo aura été un peu longue, je suis désolée. C'était Alina, bye!